Bon, alors, on commence. Donc on va voir aujourd'hui donc la deuxième partie de ce qu'on avait traité la dernière fois, à savoir les relations de la vérité chez Lacan avec un certain nombre d'autres concepts. On avait vu tout cela que vous pouvez retrouver dans la précédente vidéo. Et on va essayer de traiter ceux qui sont marqués ici, y compris la vérité et le savoir, si on a le temps. Et alors, justement, je voudrais qu'on commence par quelque chose que j'ai trouvé, là, comme ça, le 6 février 66. Bon, bien entendu, tout le monde connaît cette phrase qui a été dite des dizaines et des dizaines de fois par Lacan, que l'analyste est le sujet supposé savoir. Mais là, précisément, dans cette séance de l'objet de la psychanalyse, il rajoute une phrase qui éclaire d'une façon tout à fait intéressante les relations, justement, de la vérité et du savoir. Alors, j'enlève ce qui est caché ici. Alors, l'analyste est le sujet supposé savoir tout, sauf ce qu'il en est de la vérité du patient. Et alors, je trouve que cette phrase est tout à fait, passionnante parce qu'elle situe tout ce qui se situe du côté de l'analyste et de l'analysant. Puisque sa position d'analyste, qui est générée par le transfert de l'analysant, est que l'analyste est le sujet supposé savoir tout. N'est-ce pas? Excuse-moi, c'est toi qui as fait la fin de la phrase, hein? Le tout. C'est toi qui fais la fin de la phrase. Non, c'est chez Lacan. Non, c'est une phrase qui est prononcée exactement le 6 février 66. Je peux vous lire la phrase qui est avant et celle qui est après, comme ça va, vous allez voir l'intérêt, l'intelligence de cet aphorisme. Alors. Dans un écrit ou un séminaire? C'est dans le séminaire numéro 13 qui s'appelle l'objet de la psychanalyse. Donc c'est le 2 février 1966. Alors, bon, ça suffit à soi-même. Voilà. L'analyste est en effet le sujet supposé savoir. Ah oui, ça y est, je l'ai. Supposé savoir tout. Oui. Sauf ce qu'il en est de la vérité du patient. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'en fait, le détenteur de la vérité n'est pas du côté de l'analyste, il est bien sûr du côté de l'analysant. Oui, mais pour nous c'est évident, mais pour beaucoup d'analystes et beaucoup d'analysants, ça ne l'est pas. Ils s'imaginent justement que ce n'est pas une position de supposer savoir, mais que c'est une position de savoir. Les analystes. Les analystes, si. Il y en a, oui, ça fait partie des écueils dans lesquels le narcissisme de l'analyste peut tomber. Voilà, donc sauf ce qu'il en est de la vérité du patient. Et là, donc, on voit un peu comment s'articule la vérité et le savoir. Le supposé savoir étant du côté de l'analyste, mais la vérité, elle est du côté de l'analysant. Et c'est en même temps, bien entendu, une indication tout à fait intéressante au niveau de la direction de la cure, puisque de cette position peut émerger une interprétation. Cette interprétation, il ne s'agit pas pour l'analyste, bien sûr, de la prendre en tant que expression de la vérité du patient,
mais par contre comme une interprétation, c'est-à-dire de voir quels vont être les effets de vérité sur le patient que cette interprétation va fournir. Et donc là, on a toute la jonction qui associe en fait le savoir et la vérité, qui ne sont pas du même côté. Voilà. Donc, toujours très compliqué hein, ce que tu es en train d'expliquer. Moi, j'ai moi-même du mal encore à me repérer un petit peu là-dedans. En réalité, cette histoire, c'est que, parce que Lacan l'explicite autrement quand il dit que la parole parle, mais qu'elle ne dit pas ce dont elle parle. Ce dont elle parle, c'est contenu dans le savoir de l'analyste. Est-ce que ça te dit quelque chose, ça hein? La parole parle, mais l'analyste doit savoir que ce n'est pas le sujet, comment dire, le sujet de l'analyse qui parle, mais le sujet qui s'adresse à l'analyste supposé savoir. Tu peux expliciter un peu plus? Pour moi, c'est jamais complet. C'est quelque chose qui n'est pas complètement, qui n'est pas clair. C'est-à-dire que le sujet, en quelque sorte, il dit je mens. Je raconte un mensonge. Oui. Et l'analyste lui dit, mais non, puisque ce n'est pas toi qui me parles, c'est moi qui te parle de façon inversée, hein, eh bien, en réalité, tu me dis la vérité. Oui. Hein, Oui. c'est pas évident à expliciter. Hein. Alors, je crois que dans la pratique, ça veut dire que l'interprétation, ça n'est jamais tu as dit ça. C'est toujours j'ai entendu ça. Est-ce que je me trompe Oui. ou pas? Alors, il faut jamais dire tu as dit ça, parce que l'autre, il va dire non, non, je n'ai pas dit ça. Tandis que si on lui dit j'ai entendu ça, il va se dire bah, tiens, pourquoi il a entendu ça? Et à ce moment-là, il va pouvoir y avoir une interprétation qui va être possible. Voilà. Alors, je vais justement, alors pour aller dans ce sens-là, je vais expliciter, je vais remonter en dessous un petit peu la dialectique qui va de cela à ça. Hein. C'est-à-dire que, on va dire ça comme ça. Donc, au niveau de la dialectique, c'est-à-dire au niveau de l'énonciation, la conséquence directe de cette position, ça va être, on va dire que c'est une interprétation. Qui peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être un borborigme, ça peut être un dire quelconque. Ok? Bon. Cette interprétation, elle a de quoi être perçue comme une position de supposé savoir du côté de l'analysant. Bon, mais à ce moment-là, quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences de cette interprétation? Ça va être l'expression de la ou d'une, mettons d'une vérité du patient. N'est-ce pas? Donc là, on voit bien, et donc on revient ici, à ce moment-là, sur cette expression-là. Hein? Est-ce que je peux me permettre de donner une troisième hypothèse? Parce que Oui. moi, je ne le lis pas comme ça. Pour moi, Oui. sujet supposé savoir, c'est que l'analyste est le sujet supposé, je souligne supposé, au savoir. C'est-à-dire qu'il va entendre les signifiants de l'analysant.
c'est-à-dire les signifiants S2, c'est-à-dire le savoir, S2. Et c'est entre deux signifiants qu'il fait son interprétation. Bon, ça revient au même de ce que vous disiez, hein. Et en fait, je pense qu'il n'entend pas la vérité du patient. Il entend ce que dit le patient, les signifiants du patient. Voilà. Attention, oui, oui, c'est possible, mais il y a un danger qui est effectivement que ça supprime, que ça supprime cette dimension de supposé, en fait. Parce oui, mais oui. il est supposé, par l'analysant, savoir le savoir de l'analysant. Ah oui, 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 bien sûr. Il est supposé Oui. au savoir qu'il va lire, qu'il va décrypter, voilà, en même temps que l'analysant. Moi, c'est comme ça que je l'entends, parce qu'il me semble que dans le schéma des 4 discours, la place de la vérité est séparée de celle du savoir, hein, dans le discours de l'hystérique. Voilà. Juste avant le passage. Voilà. Il y a une séparation, et Lacan, il dit il y a bijection. Donc, d'un côté, il faut constituer le savoir d'abord, et ensuite, la vérité, disons, se fait jour à l'issue d'un deuxième temps, moi je dirais. On ne peut pas entendre la vérité tout de suite. Ou alors, c'est qu'on est quelque part assez magicien, ou que, enfin, je ne sais pas trop comment. Parce que la vérité est midi toujours et on ne l'entend pas. Il y a forcément deux temps. Il y a le temps où l'hypothèse de la vérité est faite et le temps où effectivement il y a la confirmation de cette vérité. Mm. Hein? Et effectivement, c'est ce double temps qui fait qu'il y a une bijection. Hein, dans la cure, hein, dans la cure, moi j'étais toujours là. Quand on fait une interprétation qui est trop directe, effectivement, le patient il se rebelle. Il dit non, 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 c'est pas du tout ça dont je suis en train de parler. C'est d'autres choses. Hein. Il envoie promener tout ça. Mais en réalité, si il y a quelque chose qui est comme un espèce de temps de réflexion, en quelque sorte, hein, où on suppose qu'il y a quelque chose comme de l'ordre d'une vérité qui a été dite, et que on se dit, bon, il y a un deuxième temps, qui est un temps de vérification, en quelque sorte. À ce moment-là, hein, il y a construction d'un sujet, d'un analyste supposé savoir. Parce que l'analyste supposé savoir, c'est pas celui qui est là au départ, hein, c'est celui qu'on se fabrique au fur et à mesure. Au début, on croit qu'il sait pour de bon, l'analyste, hein, la première fois qu'on va le voir. On croit qu'il sait tout. Hein. Il sait tout, il va tout nous enseigner, tout nous apprendre. La vérité, il la sait par cœur, parce qu'il est analyste. Tandis que c'est peu à peu qu'on va le construire comme sujet supposé savoir. Il me semble que c'est important, cette histoire de bijection. C'est-à-dire dans ce qui était dit, où l'interprétation serait forgée par les signifiants de l'analysant, ça peut être le cas, mais c'est pas du tout une nécessité. Ça peut être une interruption de séance, ça peut être répondre au téléphone, ça peut être toutes sortes de choses qui sont en soi indépendantes des signifiants de l'analysant, mais qui sont perçues justement par l'analysant comme étant ses propres signifiants. Si vous vous mouchez à ce moment, vous êtes mouché, c'est peut-être parce que ce que j'ai dit vous a agacé, par exemple. Cette vérité du patient, elle surgit à partir d'une interprétation qui peut être extrêmement éloignée en fait des signifiants de l'analysant. Est-ce que si l'éternuement il est purement extérieur à la situation, est-ce que on peut le prendre comme ça? Mais c'est ça ce qu'on verra.
Enfin, c'est ce qui va être déterminé par l'analysant. C'est l'usage, justement. C'est là où on est complètement en dehors de la vérité de l'analysant, et que c'est l'analysant qui forge sa vérité à partir d'un borborigme ou à partir de quoi que ce soit, ou comme tu le disais, même d'une assertion qui serait très brutale, qui peut conduire par exemple éventuellement à une dénégation. Tout à fait cruciale cette opposition entre cette phrase que Lacan nous a dit 500 fois, l'analyste est le sujet supposé savoir, quand il rajoute tout sauf ce qu'il en est de la vérité du patient. Ça resitue, il me semble que ça invalide une position de savoir qui ne serait pas un savoir supposé. Ça invalide totalement. Parce que la vérité, elle n'est pas de ce côté-là, elle est de ce côté-là. Voilà, parce que là, on est en train de dire quelque chose qui est un peu fondamental sur cette relation entre vérité et savoir. Si on veut, on a un peu de temps pour parler un petit peu des autres relations de la vérité avec les différents concepts, hein, si vous êtes d'accord, puisqu'on on a parlé un petit peu de tout ce qui a déjà été souligné en rouge, mais pas le reste. Hein. Alors, vérité et inconscient. Alors, vérité et inconscient. Alors, j'avais noté que la vérité est l'outil avec lequel l'inconscient parle. Voilà. La vérité est l'outil avec lequel l'inconscient parle. Lui seul dit le vrai sur le vrai, puisqu'il est impossible autrement de dire le vrai sur le vrai. En effet, étant donné qu'il est structuré comme un langage, mais il préserve ainsi une vérité qu'il n'avoue pas, et un mensonge du sujet au niveau de l'inconscient, et sa façon aussi de dire la vérité, bien sûr. C'est ce que notait Pierre tout à l'heure. Je mens, mais parlez-moi de votre relation au mensonge. Quelle vérité se cache derrière le mensonge? C'est la survenue de l'inconscient dans la cure, ça. Hein. C'est le moment où on est obligé de se dire, mais oui, mais je ne suis pas conscient de tout. Hein. C'est-à-dire que, effectivement, c'est pas acquis d'avance, hein, que le sujet fasse irruption dans la cure. Hein. Au départ, c'est un moi très très fort qui se contente de mentir, hein, et qui veut rien en entendre de cet inconscient en quelque sorte. Hein. Et je pense que c'est justement pour qu'il se passe quelque chose, il va falloir que l'interprétation permette justement à quelque chose de passer et qu'il y ait quelque chose du ah ben oui, oui, qu'est-ce que j'ai dit là, quoi. Hein, c'est pas du tout ce que je pensais dire. Parce que c'est assez curieux l'histoire du mensonge, hein, parce que quand on va voir son analyste en général, on lui raconte pas des mensonges. Pardon, répète. Quand on va chez son analyste, on lui raconte pas des mensonges, on essaie de lui dire la vérité. Et pourtant, Lacan nous dit, mais non, on ne lui dit que des mensonges. Oui, parce que, oui, alors après, on peut interpréter ça de plusieurs façons. La façon qui me paraît la plus archaïque, c'est que dès qu'on parle, on ment, parce qu'on ne dit pas la vérité, on ne dit pas la réalité de notre demande initiale. Hein. Dans l'acquisition du langage, il y a un décalage entre
il y a un refoulement primordial qui fait que de toute façon, si j'exprime quelque chose, je ne peux pas en même temps exprimer les motivations qui me conduisent à le dire. On est dans la notion de chrétienne, catholique, de mensonge par omission. Voilà, l'inconscient n'est pas reconnu comme tel. Oui, oui, oui. Hein? Oui. L'inconscient n'est pas reconnu comme tel. C'est très très difficile hein, de faire apparaître un lapsus, par exemple, hein, comme, comme une vérité, hein, par exemple. Hein. Oh non, 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 c'est pas pour vous embêter que j'ai fait ça. Hein. Oui. C'est pour faire passer que. Ben alors, mon petit gars, si tu me le dis si fort, si tu me le répètes autant, c'est que c'est justement que tu veux m'embêter. Hein. Tu sais, c'est la fameuse réflexion du voyageur. Pourquoi me dis-tu que que tu as été que tu as été à Cracovie alors que tu ne vas enfin tu sais c'est complètement inversé hein, alors Oui, que pourquoi tu me dis que tu vas à Cracovie plutôt qu'à oui, Schoenberg. c'est pour que je pense que tu vas à Loches alors que tu vas à Cracovie. voilà exactement hein. Et ça c'est facile c'est vrai que c'est un exemple de la vie quotidienne hein, ça. Mais si je peux me permettre, je voudrais préciser que la vérité qui est cherchée dans une cure, c'est le désir, le premier désir, enfin le désir sur lequel on cède. Et ça, c'est clair dans la cure, en vidant le savoir inconscient petit à petit, avec l'interprétation, bien sûr, pour effectivement éclairer tout ça. Mais je veux dire, c'est toute une construction et une déconstruction. Et évidemment que l'inconscient n'apparaît pas durant la cure, mais seulement au moment de la vérité, je crois. C'est ça la bascule du savoir et de la vérité. Le savoir inconscient éclaire le désir inconscient qui se met le trouble. Quels sont les... Alors, la vérité et l'autre. C'est une question de domaine, de siège. Où siège la vérité, et ben, justement, son lieu d'être, elle fait dans le grand autre. Parce que c'est le siège de la parole, et donc, comme tel, est garant de la vérité. Que dans ce lieu où tout s'articule comme parole, se pose comme vrai, même y compris le mensonge. C'est le témoin de la vérité, en quelque sorte. Et c'est là où, c'est en ce lieu que s'inscrit le signifiant. On peut dire ça comme ça. Donc là, on a une question de topologie, en fait. C'est la topologie du lieu de l'autre, en fait, qui est le lieu de la vérité. Parce que même la parole... Voilà, pourquoi, ce que l'on disait avant, même la parole mensongère fait référence à une vérité, à la vérité du sujet. Je ne sais pas si les uns et les autres, vous avez l'expérience de travail psychanalytique avec des mythomanes. Moi, je n'en ai pas. Quel est le rapport de la vérité pour un mythomane? C'est quelque chose d'assez curieux quand même, non? On peut essayer de trouver quelle est la vérité du mythomane, bien sûr. C'est là où se situera tout le travail possible. Mais est-ce que la mythomanie, c'est une perversion ou pas? Parce que, évidemment, que le pervers, il va tout du long dissimuler. Alors, on peut le dire peut-être dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'effectivement, le pervers a un jeu de mythomanie ou de mensonge pour manipuler la loi, quoi, hein. Beaucoup de mythomanes ne sont pas pervers, ils sont plutôt, on peut plutôt les considérer comme des personnes qui cherchent à être reconnues par mille et une façons, quoi. Je ne sais pas comment le dire.
Oui, une compulsion à répéter des mensonges, quoi. C'est quelque chose comme ça. Oui, oui. J'entendais un homme politique il y a quelques jours qui disait euh, comment repère-t-on un menteur en politique simplement parce qu'il se contredit tout le temps. Je pense que la mythomanie est caractérisée par une jouissance et, euh, et c'est fait de différence dans le... Parce que l'analysant, s'il ment, le mensonge d'analysant, c'est la vérité pour l'analysant, qui est différent de la mythomanie, qui a une jouissance en disant la mensonge. Je ne sais pas si je m'exprime parfaitement en français, mais c'est ce que je pense. Mais quand l'analysant, beaucoup de fois, la mensonge pour l'analysant est part de le fantôme, est une construction, donc est part de la vérité pour lui. La construction de le fantasme, fantôme, je ne sais pas. Mais je pense que c'est différent de la mythomanie parce qu'il y a une jouissance dans l'acte de mentir, on dit mentir? Mentir. De mentir. Bon, alors. Alors, je m'excuse, mais dans cette discussion, moi, il me semble que dans la mythomanie pathologique, si on peut dire, hein, quelqu'un qui raconte, tiens, moi, quand j'étais PDG pas moi, de la multinationale la plus riche du monde, alors qu'en réalité, on sait qu'ils étaient tourneurs dans une petite usine de province, eh bien, à ce moment-là, il sait qu'il dit des bêtises et d'ailleurs, il sait que l'autre, il sait qu'il dit des bêtises. Hein, c'est une mythomanie, c'est ce qu'on appelle la mythomanie pathologique. Mais à ce moment-là, disons qu'on la mette pas si pathologique que ça, mais à la limite que, en vérifiant, l'autre, il pourrait s'apercevoir qu'il raconte un mensonge. Eh bien, ce ne serait pas un message adressé par un analysant à un sujet supposé savoir. Ce serait un message adressé à pas un sujet supposé savoir. À mon avis, ce ne serait pas un message qui pourrait être considéré comme le message que l'on essaie de comprendre dans l'analyse, le message du mythomane. Alors, je voudrais donner un exemple très précis. Bob Dylan. Bob Dylan est reconnu notamment par John Baez, avec qui il a vécu, comme étant un grand mythomane, on va dire. C'est-à-dire que la plupart des aventures qu'il raconte sur sa vie sont inventées. C'est pas moi qui le dis, c'est la femme avec qui il a vécu. D'ailleurs, il y a eu un très très beau film dont je ne me rappelle pas le titre, qui racontait un peu la vie de Bob Dylan, racontée par une douzaine de comédiens, y compris un enfant. Chacun incarnait Bob Dylan. Tu n'as pas vu ce film? C'est un très bon film. Et donc, qui est un film en fait construit sur un système d'affabulation en fait. Alors, maintenant, si on prend l'exemple de Bob Dylan, on peut se poser la question c'est peut-être du storytelling pour son business, disons. Hein. C'est peut-être parce que j'ai aussi un ou deux autres exemples.
de gens qui ont forgé, se forgent une histoire de A jusqu'à Z parce que c'est bon pour les affaires. C'est bon pour la musique, c'est bon pour le cinéma, c'est bon pour... bon. Alors, bon, est-ce qu'on peut dire que c'est de la mythomanie ou pas? Mais en tout cas, je trouve que Bob Dylan, ça montre bien comment on peut construire on peut se construire tout un passé, en fait. Alors lui, ça lui a réussi. On a évidemment les exemples de ces assassins qui ont été obligés pour casser cette histoire, ont été obligés d'assassiner toute leur famille. Hein. Je ne sais plus les noms, mais enfin, ça a donné lieu à différents films sur ces personnages-là. Hein. Celui qui disait qu'il était médecin. Voilà, qu'il était médecin à l'OMS, etc. Et puis qui finit par assassiner toute sa famille, quoi. Et Trump. Trump, ah oui, Trump qui va être peut-être, chère Lucinda, votre prochain président. Oui, alors lui, moi je rapprocherais ça peut-être plus de la position de Bob Dylan. Ça fait partie de son... C'est bon pour ses affaires, quoi. Il se construit ses affaires dans du storytelling, y compris ce qu'il a dit le lendemain de cette rencontre avec son adversaire, en disant elle ne veut pas une troisième rencontre parce qu'elle sait très bien qu'elle a tellement perdu au cours de cette... voilà, bon. Bon, bref. C'est lui qui ne veut pas, la rencontre. Oui, bien sûr, c'est lui qui ne veut pas, bien entendu. Et c'est bien que... Voilà. Alors... Moi, je me demande si ça ne peut pas être rangé dans le narcissisme positif ou négatif. Parce que deviennent ces gens qui se font une légende par la suite, il faut soutenir la légende, c'est pas... Oui. Oui, c'est très compliqué, bien sûr. Bien sûr, il faut beaucoup d'énergie. Là, c'est comme on disait à propos de ces hommes politiques. Comment ne pas se contredire tout le temps quand on raconte, quand on s'invente une histoire? Bon, moi, je sais que je déteste mentir parce que c'est trop compliqué. Écoute, il faut avoir une mémoire, il faut avoir... Ah, toi, j'ai dit ça, puis à l'autre, mais tu te rends compte le bordel que c'est? C'est un travail de tous les instants quand même, d'être un menteur professionnel. Il faut prendre des notes. Ah, il faut prendre des notes, oui, c'est vrai. Voilà. Avec le téléphone portable, peut-être que ça peut faciliter. Voilà. Et qui est-ce qu'il a le désir de tromper? Lui-même? Voilà. Bah oui, bien sûr, vous mettez le doigt dessus, bien entendu. C'est d'abord lui, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Parce que c'est vrai que quand on ramène ça à des enfants de 7, 8 ans, 9 ans, ça paraît assez normal, quoi, mais que ça se continue à l'âge adulte, c'est quand même très questionnant, Il faut quand même qu'il ait une sacrée jouissance, parce que moi j'ai eu l'occasion comme ça d'assister à une présentation clinique il y a plusieurs années, mais tous les présents qui écoutaient avaient vraiment cru l'histoire. Il paraissait, mais alors quelqu'un de parfaitement honnête comme ça. Et en fait, c'était un mythomane. Tout ce qu'il avait dit était faux. Et celle qui interrogeait lui avait reposé des questions, revenait en arrière sur des points qu'il avait dit. Il ne s'est jamais contredit. Il y avait des dates et tout. Je dis, bon, voilà, qui est-ce qui voulait tromper là-dedans? Il était tout content, je pense, du numéro qu'il s'était joué et qu'il avait joué en même temps. Qui est le sujet supposé savoir là-dedans? Ouais. Comme disent les Italiens, si non è vero, è ben trovato.
Ça veut dire quoi? Ben, si c'est pas vrai, c'est bien trouvé, en tout cas. Bon, et le désir? Alors, le désir. Le désir. Alors, ce que j'ai noté, bah, c'est que voilà, c'est évidemment, derrière toute vérité, ça rejoint ce qu'on vient de dire sur le mythomane, derrière toute vérité, il y a un désir. Hein. Alors bon, ça... derrière le mensonge aussi. Oui, derrière le mensonge aussi, bien sûr. Ah ouais, un désir, bien sûr. Et alors, j'ai noté ça parce que c'est une phrase de Lacan, mais qui me questionne plus. Il dit quelque part, la vérité du désir est à elle seule une offense à l'autorité de la loi. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose les uns aux autres. Moi, ça m'amène plus des points d'interrogation qu'autre chose. La vérité du désir est à elle seule une offense à l'autorité de la loi. Comme le désir incestueux. Oui. Ah oui, tu verrais ça dans ce sens-là, oui. L'offense, ah oui. Ah oui, c'est très juste ce que tu dis, oui, probablement. Effectivement, il y a l'autorité de la loi humaine, et que le fait que l'enfant ou les parents se désirent mutuellement, effectivement, ça vient faire obstacle, bien sûr. Ben oui. Dans quel séminaire, là? Oh, alors là, je peux essayer de le retrouver. Alors, c'est très ancien, c'est en 58. C'est dans le séminaire numéro 6, je ne sais plus lequel c'est. Le séminaire 6, c'est quoi? Le séminaire 6, c'est le désir et son interprétation. Ah ben voilà, donc c'est dans le désir et son interprétation, c'est en 1958. Voilà, je vais marquer. La vérité du désir est à elle seule une offense à l'autorité de la loi. Voilà. Et le rôle du psychanalyste est justement de reconnaître dans le désir la vérité du sujet. Car son interprétation, se plaçant du côté du désir, prend en compte la division du sujet. Tu peux répéter, Jacques, la fin de la phrase, on n'a pas entendu. Alors, le rôle du psychanalyste est justement de reconnaître dans le désir la vérité du sujet. Car son interprétation, se plaçant du côté du désir, prend en compte la division du sujet. C'est-à-dire que si on reprend la phrase précédente, c'est en se plaçant du côté du désir et non pas du côté de la loi qu'on reconnaît la division du sujet. Oui, bien sûr, oui. Hein? Bien sûr. Oui, alors la garantie. La garantie? Ah oui. Alors, justement, c'est que l'autre ne fournit pas de garantie. La vérité, elle tire sa garantie de la parole et non pas de la réalité. Ah oui. La seule garantie de la vérité est la bonne foi de l'autre. Elle tire sa garantie de la parole et non pas de la réalité qu'elle concerne. Ça rejoint un petit peu cette histoire-là de Freud qui parlait de la vérité historique. Hein? C'est-à-dire que c'est la vérité que le sujet transmet par sa parole, mais elle n'est pas du tout forcément conforme à des photographies ou des films ou des enregistrements qui auraient été faits à cette époque par la famille, par exemple.
Et Freud, au départ, pensait qu'il allait trouver des événements traumatiques réels, hein, dans la réalité, hein, dans la réalité du sujet, que par exemple, un jour, il y aurait quelqu'un qui aurait, je sais pas, fait un geste déplacé ou n'importe quoi, enfin, hein, mais en réalité, non, la réalité psychique ne dépend pas de ça. Elle est tout aussi efficiente si il y a eu geste déplacé sans réalité de ce geste déplacé, par exemple. Je pense que ça, c'est très important à avoir présent à l'esprit. Et en particulier, peut-être aussi avec ce qu'on disait sur la mythomanie tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que dans la mythomanie, il y a quand même quelque chose d'une vérité. Oui. Hein. Je suis président directeur général de la plus grande multinationale du monde. Hein. Voilà. Bon, il y a une vérité que je crie quand je dis ça, quoi. Hein. Moi, j'aimerais dire que il me semble que dans la mythomanie, il y a une espèce comment dire, de provocation pour dire que moi, la vérité, je parle en disant je, et si je mythomane, je dis la vérité, je fais comme si c'était la vérité aussi pour l'autre. Enfin, la mythomanie, c'est la vérité pour celui qui l'entend. C'est ce que nous disait tout à l'heure Madame Lagondry, Monique, que quand on entend quelqu'un qui est mythomane, c'est comme si on entendait la vérité. Et c'est peut-être ça la question de la mythomanie, c'est une espèce de provocation de la vérité de la parole, quoi. C'est-à-dire, c'est vrai que quand on parle, quand on parle avec l'énonciation et l'énoncé, ça donne un effet de vérité, quoi qu'on dise. Hein. Si ce n'est que quand le mythe raconté est énorme, c'est comme s'il criait hein, le mensonge. C'est vrai. Oui, Hein. Mais je suis assez d'accord quand même sur le fait que c'est la parole qui dit la vérité du mensonge à ce moment-là. Hein. Regardez comme j'ai besoin d'être reconnu comme le plus grand ceci du monde. Hein. Oui, il y a aussi peut-être la dimension structurelle qui est de dire, puisque j'ai comme outil le langage, j'ai comme outil le mensonge. Dès l'instant où des choses sortent de ma bouche, elles peuvent être mensongères. Hein? C'est la puissance phallique aussi bien. Voilà, exactement. Oui, tout à fait. C'est que c'est la puissance phallique elle-même. Attends, parlons des discours, parce que disons un mot sur les discours. Donc bien sûr, les quatre discours, chaque discours engendre la dimension de la vérité. Hein. Et à l'inverse, toute vérité implique le discours. Mais alors, les quatre places étant formalisées de cette façon-là, entre le semblant, la vérité, la jouissance et le produit, n'est-ce pas, qu'on retrouve chaque fois, on va s'intéresser à ce qui se situe en place de vérité. Hein, on va voir. Alors, ainsi, dans le discours du maître, eh bien, qu'est-ce qui fait fonction de vérité? C'est le sujet. Le sujet occupe la place de la vérité. Et c'est le sujet divisé, bien sûr, hein, qui est là en place de vérité. Dans le discours universitaire, eh bien, c'est le 1. C'est le 1 du... Comment? C'est l'enseignant. Voilà. Qui est lui en position de vérité. Hein, voilà. Par contre, dans le discours d'hystérique, bien sûr, c'est son objet de désir qui fait fonctionner la vérité. Hein? Et, bon, on pourrait dire le sujet de la plainte aussi. De la plainte, oui, mais qui est un objet de désir. C'est l'objet manquant. Oui. Et voilà. Et par contre, effectivement,
là où il y a connexion entre savoir et vérité, bien sûr, c'est dans le discours de l'analyste. Et donc, Lacan note ainsi que dans les quatre discours, le discours du maître, c'est celui qui est le moins vrai, en fait, puisque le sujet est divisé. Jacques, est-ce que le sujet dans le discours du maître n'est pas divisé entre le maître et l'esclave? Parce que le produit, c'est pas un sujet, ça on en est sûr, mais donc il n'y a pas de sujet dans le discours du maître parce qu'il est scindé entre le maître et l'esclave. Moi, je le lirais comme ça. Oui, 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 oui. Qu'est-ce que j'ai noté sur la jouissance? Alors, effectivement, bon, c'était un petit peu non dit à travers tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, c'est qu'effectivement, la vérité, elle est indissociable de la jouissance. Peut-on véritablement concevoir l'expression d'une vérité qui serait indépendante de la jouissance? Quel que soit, d'ailleurs c'est un petit peu là où se situe aussi le travail analytique, c'est-à-dire que quand l'analysant arrive à exprimer une vérité, il va être évidemment atteint par sa propre jouissance. Il a enfin dit vrai, il a dit vrai, il a dit, il y a eu quelque chose. C'est pas une satisfaction de son Oui, désir? oui, mais satisfaction et désir et jouissance, c'est un petit peu synonyme quand même, non? Voilà. La jouissance, elle éteint le désir aussi. Elle éteint le désir. Oui, mais justement... J'ai l'impression que la jouissance peut en avoir rien à foutre de la vérité. Comment? J'ai l'impression que la jouissance peut en avoir rien à foutre de la vérité. Aussi, oui. Aussi, sûrement. Sûrement. Mais lorsque, à l'inverse, il y a expression de la vérité du sujet, je ne vois pas comment ça peut être indépendant de la jouissance. Moi, je dirais plutôt une satisfaction qu'une jouissance. Oui. Une jouissance a un terme fort. Oui, mais précisément dans la mesure où cette vérité, elle va s'exprimer par des mots, par une succession de mots, elle est incarnée dans la jouissance, dans quelque chose de pulsion de vie, dans l'expression de l'association de signifiants. C'est parce que j'ai pu exprimer des signifiants qui étaient méconnus que j'arrive à en faire à fabriquer une parole pleine. J'exprime une parole pleine et comme telle, c'est une parole de jouissance. Alors évidemment, on associe ça éventuellement à du plaisir, mais c'est pas forcément le cas, bien sûr. Hein. Le texte qu'a écrit Guy Moquet la veille du jour où il a été exécuté, c'est l'expression de la vérité de sa jouissance. C'est de la jouissance, oui, il est au cœur, il est humain, c'est au cœur de l'humanité, quoi, qu'il a exprimé cela, avant d'être exécuté. Mais bon, ça c'est peut-être dans un tout autre registre, c'est-à-dire l'épreuve finale de la cure, c'est-à-dire l'acte psychanalytique. Lacan précise bien que le fruit de la vérité de la cure, c'est la parole, c'est la jouissance phallique. C'est la jouissance, voilà. Mais phallique, hein. C'est-à-dire il s'agit de transformer le fruit de la cure en parole. Oui. Mais, ces paroles pleines, c'est l'expression de la jouissance du sujet quand même. Oui. La satisfaction pathétique de Guy Moquet qui écrit cette lettre à sa famille, bon bah oui, c'est pathétique, c'est au cœur de... C'est au cœur de l'humain, c'est là où
si on l'avait empêché d'écrire, on lui aurait privé d'une satisfaction considérable, une satisfaction pathétique, puisqu'il est exécuté après. C'est pas mal, je trouve, de rapprocher effectivement satisfaction et jouissance. Bah, pourquoi pathétique? Parce que dans encore, Lacan précise qu'il y a au moins 2 jouissances, sinon 3. Oui. La jouissance de l'autre, la jouissance phallique, et le jouissance du sens, le jouit du sens. Exactement. Donc Exactement. c'est de faire, si tu veux, un équilibre, je te tutoie, excuse-moi, de faire un espèce d'équilibre entre toutes ces 3 jouissances. Oui, 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 non, là, je disais pathétique parce que je parlais de Guy Moquet. Je veux dire, c'est le pire du pire, quoi, d'écrire la lettre qui va préciser l'exécution par les nazis, quoi. C'est une dimension pathétique, hein, mais tellement humaine, tellement humaine. D'ailleurs, si on prend, si on l'inverse, si on inverse cela, on va être dans 1984, où justement on pousse chaque humain, enfin ceux qui sont de l'administration, on pousse chaque administrateur à renoncer à la jouissance, hein, à renoncer à l'humanité. Tant qu'ils ne renoncent pas à leur humanité, c'est-à-dire à leur jouissance, eh bien, leurs tortionnaires vont de plus en plus loin. Et une fois qu'ils ont renoncé à la jouissance, renoncé à leur humanité, eh ben, on les laisse aller dans un café où ils peuvent aller aller chaque jour. Ils savent qu'un jour ils vont recevoir une balle dans la tête. Mais ils ont renoncé à leur humanité en fait. Et l'angoisse? Alors l'angoisse, qu'est-ce que j'ai marqué sur l'angoisse? Ben, je n'ai pas marqué grand-chose. J'ai marqué que lorsque l'angoisse surgit, ça c'est une phrase de Lacan, elle vise la vérité du manque. C'est la même chose que quand il dit l'angoisse n'est pas sans objet. Voilà, exactement. Tout à fait. Tout à fait. Manque et en objet. Exactement. Ben, le manque, Comment? le manque qui crée le désir, il peut créer l'angoisse aussi. Voilà. En sachant que l'angoisse, normalement, est couverte instantanément par l'action. Mais lorsqu'elle perdure, elle entraîne une succession d'inhibitions et de symptômes. Donc effectivement, de manque. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire par voilement? Ah oui, le voilement. Qu'est-ce que j'ai noté? Voilà, oui, c'est que la vérité, comme elle ne peut s'exprimer qu'à moitié, elle est toujours voilée, en fait. Hein? Elle apparaît toujours dans un objet qui est de nature voilée, en fait, la vérité. Elle apparaît, c'est celle qui sort du puits, etc. Et c'est ce qu'on va retrouver aussi dans les vêtements, enfin dans les fétichismes du vêtement. Oui, je pensais à la nudité voilée. Voilà, la nudité, elle est voilée, elle ne se montre jamais en entier, quoi. Oui, alors il y a quand même quelque chose, une ambiguïté avec, parce que c'est aller mi-dire, hein, mi-dire la vérité. Oui. Hein. Mi-dire, ça veut dire qu'il y a une moitié qui est dite et une moitié qui n'est pas dite. Mi-dire. Qui n'est pas dite ou qui ne peut pas être dite. Oui, parce que ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on a dit très souvent, mais qu'il faut toujours répéter. C'est qu'on ne peut pas en même temps dire une vérité et dire la motivation qui nous amène à dire cette vérité. Donc
elle ne peut que se mi-dire. Par contre, l'instant d'après, on peut en dire un peu plus, mais même ce un peu plus ne permettra pas d'en dire tout, puisqu'il y a sans arrêt un signifié qui échappe dans ce mouvement meubien, en fait, de S1 sur S2, qui sont séparés par une barre meubienne. Donc toute vérité qui s'annonce, je ne dis pas pourquoi je la dis, bien sûr, à ce moment-là. Peut-être que l'instant d'après, je pourrais dire pourquoi j'ai dit cette vérité. Mais néanmoins, j'aurai à nouveau une partie qui sera cachée. Oui, mais alors il y a aussi la question du grand autre dans tout ça, hein, c'est-à-dire le S de Abaré, quoi, le sujet supposé savoir. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Qu'est-ce qu'il joue comme rôle dans le dire? De quoi? Qu'est-ce que je quoi? C'est-à-dire que il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit un grand autre en face, hein. On parlait de Bob Dylan tout à l'heure, hein. Bob Dylan, lui, il fait du spectacle, il s'adresse au monde entier, mais il s'adresse à personne, hein. Il n'y a pas de S de Abaré chez Bob Dylan, non? Ah, je ne sais pas. Il y en a peut-être un de temps en temps, mais on ne le connaît pas, celui-là. Tandis que, alors, mais pourtant, c'est ce grand autre qui renvoie, hein, dont on reçoit notre message sous une forme inversée, qu'est-ce qui joue, quelle place est-il dans le mi-dire? Parce qu'il dit bien quelque chose, il y a bien quelque chose qui revient du message là. Est-ce que c'est à dire ou est-ce que c'est pas à dire? Alors justement, c'est là, pour revenir sur Bob Dylan, je trouve que ce film, il faudrait d'ailleurs retrouver, si je retrouve le titre, je l'écrirai sur le... Hein? Ah, I am not there. Ah, d'accord. D'accord. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là où tu crois. Je ne suis pas là, oui. Oui. Tu l'as vu ce film, Catherine? Vraiment, vraiment, si vous pouvez le voir, c'est un très beau film. Et en plus, ça raconte, comment on va dire, puisqu'on vient de dire à l'instant que dans une vérité, on ne peut pas en même temps dire sa motivation. Et c'est presque de dire que dans ce film, c'est une succession de 12 motivations. C'est-à-dire que ce sont 12 signifiés qui s'expriment, 12 signifiés qui racontent l'histoire. C'est un très beau film, très beau film, très beau film, très touchant. Et, y compris par un petit enfant, c'est même un enfant qui joue le rôle de Bob Dylan. Il y a un ou deux personnages qui sont même dans un train, puisqu'il jouait les robots. Il a dit qu'il était un peu un robot à un moment, c'est-à-dire qu'il parcourait l'Ouest dans des trains de marchandises. Et donc il y a une ou deux scènes comme ça dans un train de marchandises. Voilà, c'est une façon, alors voilà, je pourrais le dire comme ça, c'est une façon de supprimer la barre entre S1 et S2 dans ce film. C'est-à-dire que cette barre impénétrable entre le S1 et S2, c'est-à-dire entre l'expression d'une vérité et la motivation, là il y a une traversée du fantasme, une traversée de cette bande qui est incarnée par chacun des comédiens. Tu l'as trouvé?
I Am Not There est un film germano-canado-américain réalisé par Todd Haynes, sorti en 2007. D'accord, d'accord. I Am Not There. Alors, I am not there, c'est je ne suis, hein, je ne suis pas là. Hein. Je ne suis pas là. pense Oui, là où je pas. suis, Là, il y a le- où je ne suis pas, et je suis là où je ne pense pas. Hein. Oui, c'est vrai. Là où tu ne penses C'est vrai. pas. Là où tu. Là, C'est c'est. vrai. Oui. C'est Même moi, vrai. je pense. Ouais. Voilà, le film est inspiré de différents épisodes de la vie du chanteur Bob Dylan et met en avant chaque facette de sa personnalité. Et là, il laisse entendre, bon, quand on, je vous dis, c'est à la suite d'une interview de John Baez, parce que j'avais aucune raison de penser que c'était du storytelling, hein, ses aventures. Et c'est John Baez qui le raconte très bien. Et I'm not there. Voilà, là, j'associe et je repense à une copine, une amie qui me disait un jour quelque chose qui m'a un peu secouée parce que j'ai trouvé ça étrange, mais en même temps, je pense que c'est fréquent et je ne sais pas comment ça. Voilà. En fait, elle m'a dit, tu sais, quand je ce dont je parle avec toi ne correspond pas à ce dont je parle avec d'autres. Je ne suis pas la même avec les uns et Oui, les autres. C'est oui, vrai, ça. oui. Bien sûr. Et c'est honnête parce que Ça veut bien dire qu'il y a de l'autre. Oui. oui, Et c'est qu'il y a de ça. l'adresse, et qu'il y a de l'adresse. Il s'adresse à l'autre, exactement. Ouais. Ouais. Et puis la vérité, c'est quand même, c'est une place, c'est la place où rien n'arrive, puisque Lacan a supprimé le vecteur en bas, là, entre la production et la vérité. Ah, je ne Donc sais c'est pas de une quoi tu place parles là, où je connais rien pas. n'arrive, et c'est une espèce, c'est cette faille dans l'autre, et que le manque qu'on peut avoir, euh, et que la jouissance, que ma propre jouissance ne fait qu'essayer de combler. Et en fait, c'est la vérité. Est-ce que c'est comme le méconnu en fait de l'agent. Donc, et une place où rien n'arrive, donc ça ne peut que se présenter. Elle se manifeste dans les lapsus, les actes manqués, etc. Tous les symptômes de la vie quotidienne, quoi. Euh, mais elle s'adresse directement à l'autre. Voilà, l'inconscient est là quelque part, et donc, eh ben, c'est c'est sans arrêt en fait. Voilà, c'est des bouts comme ça. C'est peut-être que c'est dit en fait aussi toujours. La vérité ne peut être que mi-dite. Peut-être parce qu'on n'a pas assez de mots non plus pour le dire, euh, mais par rapport à la question de la jouissance, moi je reviendrai, tiens, volontiers là-dessus, avec ce qui s'était dit en juillet, là, je crois. Non, au mois de juin, euh, sur la question aussi de la fin de l'analyse. Parce que Oui. dans le but, où quand il y a quand même un travail qui se fait de la connaissance de soi, et la jouissance de la parole, etc. Et pourquoi il ne serait pas souhaitable à un moment ou à un autre, justement, que la personne elle-même puisse décider de la fin de sa propre analyse. euh, Pourquoi on peut continuer, bien sûr que l'analyse elle-même, on comprend bien que ça peut aller jusqu'à la mort, ça, bien évidemment, mais la, la, Ah merde. enfin, la cure, on ne dit plus la cure, je crois maintenant, mais sa propre psychanalyse, euh, pour moi, je pense, enfin, j'ai eu occasion de, d'entendre Jacques Nassif
parler justement de cette question. Et je trouvais très juste ce qu'il disait, c'est-à-dire que justement, il y a une fin à la psychanalyse. Par contre, il n'y en a pas à la psychothérapie. Et en disant que, ben oui, que il y a à partir d'un certain moment, enfin, de ce qu'on peut connaître de soi-même, de sa propre structure, de ses répétitions. Voilà, est-ce qu'il y a eu du changement? Est-ce qu'il y en a plus ou moins? Etc. Et puis que peut-être à un moment donné, on se dit, bon, ben ça, voilà, ça va comme ça, je sais comment je fonctionne et donc, j'ai pas besoin de l'accord de l'analyste, bien évidemment, mais ça se voilà, ça peut s'entendre. Et puis, c'est l'analysant qui décide de dire, bon, ben, voilà, ça sera aujourd'hui, c'est la fin de mon analyse, c'est le dernier jour, c'est ma dernière séance. Et quitte s'il se trompe lui-même ou si dans quelque temps après, il peut reprendre. Mais il y a un moment peut-être où euh, s'il y a eu plusieurs répétitions, ça ferait partie du processus des répétitions. Et puis, et il y a un moment où le moment justement est venu. Et, et également, euh, j'entendais dire justement, ce que j'ai beaucoup apprécié, que je vous livre comme ça, pour le mettre à la discussion, bien sûr, si vous n'êtes pas d'accord, euh, c'est que quand quelqu'un demande une analyse, et bien que l'analyste, à la première séance, devrait lui dire euh, que l'analyse a une fin. Et j'ai trouvé ça très juste. Ça a quelque chose à voir avec une vérité qui est là, voilà, qui va planer, qui va se dire, se mi-dire, etc. Et qui va être oubliée parce que ça risque de durer des mois, des années. Mais c'est enregistré quelque part. L'inconscient, il aura ou s'est mis dans un coin. Si ça a été conscient à un moment donné, ça va être oublié. Mais que c'est été dit, c'est quand même important. Enfin voilà, ce que j'ai par rapport à ce que vous aviez beaucoup dit, que justement, voilà, l'analyse, non, elle n'a pas de fin, quoi, il n'y a pas de terme. Voyez? Enfin, je ne sais pas comment vous réagissez à ça. Bah, ça dépend aussi le sens qu'on donne au terme fin. Parce que est-ce que c'est la fin est-ce que c'est la fin comme la terminaison ou est-ce que c'est la fin comme le but à atteindre en fait? Pas un but à atteindre, mais qu'à un moment donné, on en sait suffisamment sur soi, sur sa structure, sur la façon dont on répète, etc. Et que, justement, peut-être est-ce qu'il faut laisser quelqu'un dans la jouissance de sa propre parole? Et par contre, que la vie, quand même, on ne sait pas ce qui nous arrive dans la vie est courte et la vie est longue aussi, et qu'on a besoin selon ce qu'on est appelé à traverser, on a besoin d'aller parler à quelqu'un dans certains cas. Et, euh, et donc, bah là, oui, mais il va y avoir du répondant. C'est pas là et c'est pas en tant que psychanalysant qui va lui-même trouver comment il fonctionne. Non, c'est là, on a besoin d'aller partager quelque chose, d'entendre quelque chose, et c'est ponctuel. Ça dure, je sais pas, moi, 3 semaines ou 3 mois, enfin, je dis, mais c'est pas la psychanalyse. Oui, mais il me semble qu'on ne peut pas déconnecter la fin de l'analyse de la notion de chute euh, de chute du supposé savoir. Oui, bien sûr. Hein, c'est-à-dire que
Ah ben, mon analyse, je pensais qu'il avait un savoir. En fait, après toutes ces années, après de voir comment j'ai réagi lorsqu'il me disait quelque chose, comment finalement la vérité, elle est en moi. Elle est du côté de moi, du côté de l'analysant. Moi, j'en sais rien, c'est pas moi, mais enfin du côté de l'analysant. Et donc, ça a bien été évoqué, disons, cette chute comme un moment un moment de déchet, en fait. Comment l'analyste devient une sorte de déchet, en fait, de cette position de supposé savoir. Et finalement, c'est ce que. Il devient un homme comme tout le monde. Enfin, voilà. C'est ce que. Voilà. Alors, voilà, oui, exactement. Et que du coup, c'est aussi important qu'il y ait cette séparation, ce qui n'est pas rien, de façon à ce qu'il puisse se retrouver dans sa propre vie avec ceux qu'il côtoie normalement et que le transfert, qu'il ait été, qu'il y ait eu des moments de transfert négatifs ou positifs, c'est important, je pense qu'il y ait des moments de transfert négatifs, et pas tout le temps, bien sûr, parce que ça serait insupportable, mais après, une fois justement que les traversées c'est très singulier, bien sûr, mais moi je trouve quelque part absolument, enfin, qu'est-ce qui fait qu'on veut laisser la personne euh, à continuer à parler alors que voilà, elle est dans la jouissance de ce qu'elle dit, alors elle connaît suffisamment sur elle-même. Euh, bon, et alors qu'est-ce qu'on fait de la séparation? Et alors qu'est-ce que veut dire la castration là? Il y a une castration si on continue comme ça jusqu'à la mort? Oui, mais ça dépend à ce moment-là du mode de jouissance de l'analysant. Est-ce que c'est effectivement, tel que vous laissez entendre, presque une jouissance masturbatoire et sur laquelle, effectivement, moi, en tant qu'analyste, j'ai pas envie d'être le témoin de ce mode de jouissance. Maintenant, les jouissances associées à une parole pleine qui s'affine et qui devient progressivement indépendante de l'angoisse de l'angoisse du symptôme, on va dire. Bon, bah, effectivement, ça peut durer, quoi, parce qu'après, il y a la notion de transfert de travail qui se fait avec ou sans l'analyste, d'ailleurs. Oui, mais bon, alors... Là-dedans, il y a quand même quelque chose qui est effectivement à surveiller de près. C'est cette sorte de plongée ou d'enterrement dans une sorte de narcissisme qui n'en finit pas. Mais toute la question que Monique pose, c'est la question de la passe. Oui, Hein? voilà, exactement. Qu'est-ce que c'est que la passe? Hein? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est à définir outre mesure que justement cette chute de l'objet petit a, quoi, en gros, hein? C'est-à-dire que de cette espèce enfin, d'acceptation, en quelque sorte, hein, de, euh, de chuter, quoi, de constater sa solitude ce qui n'empêche pas de continuer à écouter les autres et à participer à un travail d'analyse, par exemple. Hein. Voilà, oui. Oui, parce que la fin de l'analyse, elle est à concevoir aussi de deux façons différentes, suivant que cette fin de l'analyse se termine par un passage du divan au fauteuil, c'est-à-dire de la passe qui permet de passer de la position d'analysant à l'analyste.
Bon. Et il y a aussi la fin de l'analyse de celui qui retourne dans ses activités indépendamment du travail analytique qu'il a fait, ou au moins n'en fait pas son métier, je veux dire. À ce moment-là, il s'agit, ce que Lacan nous dit, dans cette phase-là, il s'agit de... Enfin, on considère qu'il y a une aptitude à vivre sa pulsion. Bon, vivre ses pulsions, mais ça ne veut pas dire être complètement dans le narcissisme outrancier, bien sûr. Mais c'est une espèce de séparation là, qui se fait. Est-ce que je vais aller du côté du divan ou est-ce que je vais aller du côté de vivre ma pulsion dans mes activités humaines diverses et variées? Et ce sont deux fins. Ce sont deux fins. Avec peut-être effectivement une fin qui serait peut-être la finalité, la fin en tant que finalité qui est du devenir analyste. Parce qu'en plus, dans le cadre du devenir analyste, eh ben, la plupart du temps, on va quand même éprouver la nécessité d'avoir un contrôleur. C'est-à-dire d'aller parler du travail qu'on fait avec les patients. Donc il y a aussi quelque chose qui va se prolonger dans un transfert de travail avec un superviseur, un contrôleur. Il me semble que dans tous les processus qui ont été connus, enfin dans l'histoire de la psychanalyse, les analystes ont continué jusqu'à la fin de leur jour à parler à un tiers, à un autre. Et ça, c'est ça qui ne peut pas s'arrêter. Alors, effectivement, si parler à un autre n'est pas un acte narcissique, bien sûr, effectivement, c'est peut-être justement là qu'il y a une grande différence entre la psychothérapie et la psychanalyse. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui n'en finissent pas parce que c'est tellement agréable et tellement jouissif, mais masturbatoirement, d'aller raconter à quelqu'un des histoires, toujours les mêmes, qui racontent d'ailleurs sous toutes les formes possibles la saga freudienne. Mais ça n'est pas justement ça. Ça n'est pas une parole qui justement porte ses fruits. C'est pas, il n'y a pas de construction du désir en quelque sorte dans cette affaire-là. C'est ça qu'on reproche à la psychothérapie, c'est qu'il n'y ait pas de construction du désir. C'est que, au contraire, il n'y a qu'un renforcement d'une relation à l'autre qui est pathologique et qui peut jamais prendre fin. Et bon, mais les analystes que l'on a connus, les uns ou les autres, eh bien, effectivement, à la fin de leur vie, ils parlent, ils parlent à quelqu'un. Oui, bien sûr. Et oui, mais dans un autre cadre. Ah, alors là, oui. Ben oui. Ouais. Parce qu'il y a aussi la question de l'argent. Quand si on a commencé son analyse et qu'il n'y a pas de fin et qu'on est 60 ans en analyse, bon, ben... Oui, bon, maintenant, bon, ça paraît bizarre quand on parle de la psychanalyse, mais si on parle par exemple de la pratique du tennis, ben, ça fait du bien, ça peut faire du bien toute la vie de faire du tennis. Évidemment. Mais bon, c'est quand même question de la jouissance, je pense aussi, qui est quand même... Mais jouissance qu'on retrouve avec le superviseur. Oui, mais enfin bon, avec le superviseur, on parle de son propre analysant et c'est surtout de soi,
on n'aille pas entraver le travail de son psychanalysant. Et donc, voilà, on aille en recul, en contrôle. Bon, ok, nécessaire, mais bon. Mais est-ce qu'on n'aurait pas quand même une possibilité, une ébauche de réponse dans le fait que justement euh, l'analyste n'est pas vécu de la même manière à toutes les phases. Oui, bien sûr. Oui. Il y a une phase préanalytique, si on peut dire, où l'analyste est vécu non pas comme un sujet supposé savoir, mais comme un sujet qui sait, ça c'est absolument évident. Il y a cette sorte de construction du sujet supposé savoir. C'est-à-dire que cette sorte de construction de quelqu'un qui justement, qui est utile à quelque chose, mais qui n'est pas, qui ne sait pas vraiment. Donc, il n'est pas indispensable de le garder tout le temps, jusqu'à la fin de ses jours. Et puis alors après, il y a aussi, donc, quand on est de l'autre côté du fauteuil, eh bien, effectivement, ben, il y a l'analysant hein, qui est là et qui est un autre aussi. Hein. Et au bout du compte, il y a une espèce de transformation de, de cet être à qui on s'adresse, hein, à qui le sujet s'adresse. Et ça change complètement. Hein. Ça change complètement. Je crois que jusqu'à la fin de sa vie, il faut quand même, ça me paraît impensable qu'il n'y ait pas quelqu'un à qui on puisse parler. Oui, oui, mais ça, je Alors, avec les sous ou sans les sous, ça, je ne sais pas. Ça dépend un petit peu de s'il est très à cheval sur ses revenus ou pas. Mais quand même, justement, bon, on n'a pas le temps là, de développer ça, mais quelle est la fonction, si on essaye de parler deux mots hein, de la fonction effectivement du contrôleur ou du superviseur, on amène à son contrôleur, on lui amène des symptômes. On lui amène le symptôme qu'il y a un coinçage transférentiel avec un patient, et c'est un symptôme. Hein, et ce que va faire le contrôleur, c'est un petit peu de voir comment peut s'analyser ce symptôme. D'ailleurs, Clavreul, à qui je posais cette question une fois, m'a fait cette remarque très très juste. Il m'a dit que le travail à ce moment-là du superviseur ou du contrôleur, eh bien, c'est de mettre par sa bouche les mots que l'analysant n'arrive pas à mettre. C'est-à-dire qu'il devient le porte-voix, il devient dans le blocage transférentiel, on va dire, hein, eh bien, le contrôleur devient le porte-voix de l'analysant. Il parle à sa place. C'est intelligent, c'est très, très fin de dire ça. Donc bon, c'est pas de l'analyse, bien sûr, mais c'est quand même aller dire des symptômes. Ces symptômes qui émergent au cours du travail que l'analyste fait avec un analysant. On a fait tout le tour de la roue. À peu près, oui. On ne va pas parler de l'objet. Je peux dire un petit mot sur ce que j'avais noté sur l'objet. Entre la vérité et l'objet, par exemple. Qu'est-ce que j'avais noté? Oui, voilà, oui. C'est important de le dire. Chaque fois que le sujet trouve sa vérité, ce qu'il trouve, il le change en objectita. Et c'est ainsi que cela confère à l'objectita sa valeur de vérité. Et pour revenir sur la connexion entre savoir et vérité qu'on avait développé un peu au début, savoir et vérité donc, ont un rapport divergent. Et le sujet est divisé entre vérité et savoir. On le voit bien ici.
au sein, et c'est dans cette divergence, c'est à travers, dans le cadre de cette interprétation, qu'apparaît un objectita. Car entre la demande et le désir aussi. Oui, oui. Il y a un truc qui m'échappe, qui n'est pas du tout dans mon expérience, c'est que j'ai l'impression que vous placez vérité, savoir à chaque moment, enfin, continuellement et discrètement dans la cure, et que c'est percevable à chaque moment, alors que pour moi, ça se situe vraiment en fin de cure, avec une espèce de collection des signifiants qui forment le savoir et d'un passage à la vérité vraiment en fin de cure, dans une interlocution entre le discours de l'hystérique dans lequel l'analyste passe le patient et le discours de l'analyste qui est quand même très particulier. Oui, c'est vrai, et en même temps, ce n'est pas que là. Parce que regarde, quand tu regardes la structure du discours, du discours analytique, il n'émerge pas qu'à la fin de l'analyse, eh bien, dans cette structure du discours analytique, il y a bien une connexion entre vérité et savoir, puisque justement, par l'observation d'un objectita, eh bien, ça dénote un savoir qui est en position de vérité. Ce savoir en position de vérité, justement, il émerge chaque fois que l'analysant arrive à tenir une position de discours analytique, de discours de l'analyse. C'est tard dans la cure, c'est tard. Oh bah, c'est tard et c'est pas tard, c'est-à-dire que c'est... Je suis d'accord avec ce que tu dis, l'analyste, il porte peut-être un discours qui coïncide petit à petit avec celui de l'analysant, mais c'est pas tout de suite qu'on obtient cette possibilité de passage, de chute de l'objet, enfin voilà. Bah, moi, je ne mettrais pas ça à chaque séquence de séance. Ah oui, on est bien d'accord. Là, on est bien d'accord. Par contre, si on considère cela comme des moments évanescents, des moments de traversée du fantasme, des moments de vérité, ou des moments où l'analyste dit « oui, c'est ça, oui, revenez demain ». Ces moments-là, on peut tout à fait le concevoir comme des moments justement où le discours de l'analyste s'exprime, et où à ce moment-là, le savoir de l'analysant est en position de vérité. Et ça bien sûr, c'est jamais constant. Mais par contre, je dirais que c'est dans ces moments-là que se marquent les moments de scansion de l'analyse. Non, parce que, enfin, je veux dire, comment dire, le discours de l'analyste, il n'y a pas de discours. Je veux dire, c'est l'analyste en position d'objet dans la cure avec son analysant. Et d'objets ou d'autres, comme disait Pierre, mais je veux dire, il n'y a pas le discours de l'analyste, ça ne se parle pas, le discours de l'analyste. Si tu veux, ça s'échange, c'est pas, mais en dehors de la cure. Et puis, au bout de la cure, avec l'analysant, quand il est en position de passer analyste. Je suis d'accord avec ça. Mais moi, je veux dire par là que, enfin, je veux dire aussi à Monique que dans la proposition de 67 sur la passe et dans l'acte psychanalytique 67-68, Lacan prend la peine de décrire le dispositif qui permet aux psychanalysants de passer analyste. Et c'est pas, le dispositif de la passe. C'est dans le discours analytique, et le psychanalysant, il y est tout seul. Il est soutenu par l'analyste, mais l'analysant, il y est tout seul, et sous la forme de l'objet A, qui devient actif. C'est ça que je veux dire, parce que l'analyste, il n'a qu'une seule position, c'est l'objet A. Quand il parle, il est la métaphore de la parole. C'est ce que dit, enfin, voilà, il parle aux autres parce qu'il doit continuer, ça fait partie de sa structure. Voilà. Structure, c'est deux, comme dit Ballas, le psychanalyste, c'est deux structures, il l'avait vu. Voilà, c'est pas n'importe quoi. Enfin.
C'est-à-dire que c'est pas je suis analyste parce que je passe du divan au fauteuil de l'analyste. C'est ma position, c'est pas celle de tout le monde. Et je suis de toute façon d'accord avec Monique pour dire on fait un peu ce qu'on veut. Si on se sent l'envie d'arrêter, on arrête et puis on passe au fauteuil si on veut. Il n'y a pas de règles, voilà. Et Lacan ne donne pas de règles. Mais bon, c'est une exigence parce qu'il y a des cures très longues qui nécessitent que ce soit très long. Et quand il y a, comme tu disais, Jacques, un objectif de devenir analyste, ben, tu es bien obligé d'aller au bout. Et le bout, c'est l'acte psychanalytique. C'est ça, la fin de l'analyse. Et c'est Lacan ne cesse de le répéter. Hein. Mais bon, dire c'est pas comment dire c'est un dispositif qu'il a lui mis au point après à charge pour les gens de le traverser hein. Alors on a parlé de traverser du fantasme mais l'acte psychanalytique est plus complexe et plus dense que la seule traversée du fantasme. Et c'est très bien décrit dans la proposition de 67. Destitution subjective, traversée du fantasme, Agalma, enfin, tout est là. Hein. Mais évidemment, c'est complexe. Mais moi, c'est un travail que j'aime faire. Hein, mais enfin, c'est pas, ça s'enseigne pas encore. Mais bon, Freud aussi répétait ça. Freud aussi disait que ces analystes, ces analysants pourraient aller plus loin. Voilà. Il s'agit d'aller toujours un peu plus loin, quoi. Et même aujourd'hui, d'aller peut-être plus loin que la psychanalytique. Je sais pas, il l'étudie cette année à la Lille, je sais pas ce que ça va donner. Hein. Ils iront peut-être plus loin. Hein. Ben, moi, j'aime bien ce que tu dis, comme que c'est un mouvement permanent, en quelque Ah sorte. oui, Hein, parce ça, que bien sûr. sinon, on sombrerait dans une espèce de vision, enfin, une sorte de psychanalyse idéale, immanente, voilà, hein, vous répondez à tous les critères de la bonne analyse qui est bien finie. Bon, Non, maintenant, ça, non, c'est pas possible. c'est pas ça. C'est un escalier en colimaçon qui ne cesse D'un bout à l'autre, d'avancer. ça bouge, ça. Oui, Oui, oui. Moi, il me semble que moi j'aime bien considérer que les quatre discours, c'est pas, il n'y a pas une période de la vie avec le discours numéro un et puis à la fin il n'y en a plus qu'un qui reste. Non, les quatre discours, ils sont permanents et c'est oui. ces quatre parcours qui s'entrelacent en permanence, hein, d'un bout à l'autre, hein, je crois. Sinon, ce serait trop. Qu'est-ce qu'on ferait, par exemple, des dissidents de Freud? Hein, hein, Ah, mais ça veut dire que quand on lit tout le 19e au début 20e des psychanalystes, il y a plein de trouvailles merveilleuses et qu'on a presque oublié ouais, depuis même Winnicott. Enfin, ils ont fait des trouvailles folles quoi, qu'on absolument. n'utilise plus aujourd'hui. Quoi. Vous l'utilisez parce que je vous ai déjà entendu parler de cette époque, de Freud, de Winnicott, comment ils s'appellent ils sont nombreux. Il y a Mélanie Klein, il y a. Ah bah, Ces au gens-là, départ, ils ont trouvé plein de choses. Hein. il y a quand même eu une des ruptures absolument extraordinaires, mais les plus massives au départ, c'était avec Rank et avec Jung. Hein. Oui, oui. Et Jung, il peut dire qu'il a fait des émules encore. Bon, je ne sais pas si on peut dire que Jung, il a pas participé au mouvement psychanalytique. Ça me paraîtrait un petit peu fort de café de dire une chose comme ça. Moi, je vais peut-être aller voir, parce que je ne l'ai peut-être pas lu, une variante de la cure type qui est dans les écrits ou les autres écrits, parce qu'effectivement, je pense qu'il n'y a pas de cure type, voilà. Ni du côté analyste, ni du côté analysant. Il y a toujours des choses, des trouvailles à faire et des choses. Bon. Et oui, bien, ah bah ça, c'est tout à fait. Oui, c'est la singularité, hein, bien sûr. À chaque fois, ça change. Hein. C'est le summum de la singularité, la psychanalyse. Oui, bah, à force de dire ça, on va tomber dans la conformité. Oh, pourquoi? Ah, si, quand même, je trouve qu'il y a pas mal de. Je sais pas, il faut inventer, faut être très inventif pour continuer, quoi. Mais c'est ce que vous faites ici, C'est hein, c'est ce qu'on savoir, fait ici. Hein.
le savoir ne se donne qu'à moitié, je veux dire, avec et ben, il en résulte une structure d'énigme. Et l'énigme, on n'enlève pas, même si on fait des avancées. Ça veut dire, c'est vrai que ça peut aller jusqu'à la mort. Mais De toute façon, la mort, on ne va pas l'éviter, hein. non, ben, bien sûr. Non, non, c'est pas ça. Mais moi, je parle de l'analyse qui n'a pas de fin et qu'il faut toujours continuer, toujours, toujours, Ah toujours. oui. Je dis là, là, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Même si, bien sûr, on peut toujours avancer et travailler autrement, etc., mais qu'une cure dure 50 ans, euh, bon, ça pose quand même quelques questions. Bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont fait les apologistes des cures de 50 ans quand même. Non, moi, j'en ai fait 38. J'ai dit stop et on me dit encore de continuer. Ah, Mais oui, non, mais il y a eu beaucoup d'autres choses à côté. Mais je pose bien la question justement de la fin de cure, du terme, voilà, d'un moment qui, en effet, c'est à moi de dire, voilà, ça suffit. Et, et justement, si l'analyste, il n'a pas à dire d'accord, euh, ça dépend de ce qui est. Enfin, Vous avez raison, Monique, il faut qu'ils disent une cure, ça se finit. Et qu'ils le disent très vite. D'abord, l'analysant pose la question. Mais une cure, ça se finit, hein. Je pense à un patient qui était terriblement obsessionnel et qui effectivement continuait. Et il voulait que ce soit moi qui lui dise d'arrêter. Et ça a duré très longtemps, très longtemps, très longtemps. Et à un moment, j'ai pas cédé, si on peut dire, et à un moment, il a réussi à arrêter. Mais dans son mode de jouissance, il n'attendait que ça depuis longtemps. Euh, dites-moi ciao, bonsoir. Et, j'ai tenu bon. J'ai tenu bon. Et c'est important de tenir bon, surtout pour un obsessionnel, comme ça. Parce qu'il y a un rapport du désir à l'autre, du désir de l'autre qui refusait de faire fonctionner, quoi. Il fallait que le désir vienne de l'autre et pas de lui. Bien au cœur du problème de l'obsessionnel, bien sûr. On doit apprendre de se débrouiller avec notre symptôme et je pense aussi que comme pas seulement avec l'obsessionnel, mais aussi comme Jacques Lacan a parlé dans le temple logique, c'est dans l'écrit, temple logique, l'assertion de les... Certitude anticipée. Oui, oui. Comment on dit ça en français? Le Assertion. temps logique et l'assertion de certitude anticipée. C'est ça, c'est ça. Et je pense que le temps de voir le moment de, conclure. comprendre et le moment de conclure. Conclure, on dit ça? Oui. Oui. Il y a beaucoup de moments dans l'analyse que ces processus euh, euh, se présentent, mais l'analyse comme un tout, l'analyse arrive à la fin comme un moment de conclure. C'est une assertion
J'essaie de traduire des anticipada, donc assertion d'une certitude anticipée que c'est le moment de conclure. Et ces moments se présentent beaucoup de fois dans l'analyse, mais dans le fond de l'analyse, avec l'analyste, parce que je pense que l'analyse continue par le sujet en se débrouillant avec son symptôme, mais le fond d'analyse avec l'analyste est un moment de conclure. Je pense comme ça. Bon. Juste un dernier mot qui me revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure sur ce film sur Bob Dylan, puisqu'il était question de mythomanie. Quand même, si on prend le temps de dire 3 mots sur le titre, qu'est-ce qu'il dit dans le titre? C'est pas là que je suis, quoi. I am not there. C'est pas là que je suis. Quand même, c'est presque, bon, c'est pas lui qui l'a fait le film, mais c'est presque comme si c'était un aveu de sa mythomanie, quoi. C'est pas là que je suis. I am not there. C'est pas là. C'est marrant, hein? C'est intéressant, je trouve. Alors, trouver ce titre. Pour qu'il y ait mythomanie, il faut qu'il y ait pensée de la mythomanie, hein? C'est-à-dire qu'il y ait une interrogation sur le vrai ou le pas vrai de ce que j'ai dit, hein? Oui. Et je suis là où je ne pense pas et je pense là où je ne suis pas, hein? Oui. Et Bob Dylan, il peut bien, on est peut-être bien tous comme Bob Dylan, hein, au bout du compte. Hein? Oui, structurellement. On n'y est pas dans les histoires qu'on raconte, hein? Au niveau de la structure, je suis bien d'accord. Mais enfin, on va peut-être pas aussi loin. Il avait une belle voix. Oui. Il a pu faire un bon analyste. Oui, bien sûr. Il est encore vivant, hein. On peut le garder au présent encore, hein. Il est de ce monde. Bon, chers amis, on en reste peut-être là. Il est 11h passées, là. Il est tard. Hein? La prochaine fois, c'est quand? Oh, je sais. Bah écoute, il faudra voir. Peut-être le 3e mardi d'octobre, je ne sais pas. Et puis après, il faudra qu'on discute les uns les autres sur un thème. Voyons. Il faudra également que... Oui, mais là, c'est trop... Je vais vous envoyer un texte que je dois vous proposer aux uns et aux autres sur un petit peu comment faire pour pérenniser le travail qui existe sur Lutétium au niveau des mathèmes, au niveau des enregistrements, au niveau de tous les 20 ans de données qui sont stockées sur ce site, en prévoyance de quand je ne pourrai plus assurer cela. Et donc il faut que je vous propose, vous demander votre sentiment sur quelque chose qui est un petit peu en rapport avec ça. Alors pour ce qui est d'octobre, peut-être peut-être le 15 octobre peut-être à confirmer, ou le 22 si vous voulez. Je crois que j'ai pas de... Je crois que pour moi c'est égal.
22, je fais les vacances. Ah oui, alors non, pas pendant les vacances, ça va déjà être très compliqué. Donc plutôt le 15 a priori. Ouais. Voilà. Bon, bah écoutez, on confirmera cela et puis on essaiera d'inventer un titre de quelque chose. Peut-être que d'ici là, j'aurai le temps de vous envoyer ce texte. Vous avez déjà travaillé sur l'identification? Ça, on peut effectivement travailler là-dessus, oui. Je crois que, je sais pas s'il y a peut-être déjà eu un travail, mais oui, on a déjà travaillé là-dessus, mais j'ai peut-être des documents sur lesquels on peut travailler. Bon, on s'échange des mails pour savoir un petit peu les desiderata de chacun, d'accord? Bon, merci pour tout, merci pour vos interventions, et puis ben à très bientôt alors, d'accord? À bientôt. À bientôt. Allez. Avec les pieds sur terre, alors, la tête à l'endroit. Voilà. Tu vas retrouver tes pieds à l'endroit. Ça va être très très bien pour toi ce qui t'arrive. Allez, Bon. à bientôt. Bye bye. Au revoir.